Bien, merci d'avoir pensé à ce sujet. Effectivement, le problème des cotations, il est de plus en plus majeur puisqu'il y a le contexte général qu'on va voir, et puis il y a plus de patients, il y a plus d'examens à faire, il y a de nouveaux appareils, et puis il y a le contexte général économique qui n'est pas bon. Vous savez que notre CCM a été gelé en 2008 avec l'avenant numéro 8, enfin 2012 plutôt. L'Ondam est annoncé à 1,75%, qui était à 2,3% cette année. Puis vous savez qu'il faut qu'on finance l'armée, puisqu'il faut trouver 3-4 milliards pour l'armée avec toutes les missions extérieures. Puis Michel Sapin a annoncé qu'il fallait prendre de l'argent sur la santé. C'est quand même une première. Et on voit se multiplier les contrôles sur les associations, les indications et le contenu. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le 1er janvier 2015, nous avons une CCM à double colonne tarifiante, c'est-à-dire qu'il est prévu maintenant qu'il y ait un tarif pour les secteurs 1 et ceux qui ont pris le contrat d'accès aux soins en secteur 2, et puis une deuxième colonne qui sera la même que l'ancienne pour les secteurs 2 qui n'ont pas pris le contrat d'accès aux soins. Alors pour l'instant, en ophtalmologie, il y a très peu de différence entre les deux. Ça concerne à peine 25 actes qui n'ont rien à voir avec le glaucome d'ailleurs, essentiellement l'orbite et puis les paupières. Mais à l'avenir, ça peut... Alors dans beaucoup de spécialités, il y a déjà des écarts très importants entre les deux, qui est de l'ordre de 10 à 20% pour les actes qui sont concernés. Et ça concerne actuellement la moitié des actes de l'ensemble de la CCM médicale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a gelé notre CCM? Parce qu'on progresse beaucoup plus vite que les autres. Vous voyez que de 2007 à 2013, on a augmenté de 112%. Alors que la plupart des autres ont été entre 5 et 30%. Alors c'est bien sûr des explications, il y a les délais, la vision de la population, les nouveaux examens. Ça attire d'autant plus l'attention que notre CCM est la plus importante après celle des radiologues. Et vous voyez même le double de la suivante qui concerne essentiellement les généralistes et puis les cardiologues. D'ailleurs, sur les 8 actes qui sont réalisés les plus fréquents dans toute la médecine, il y en a 5 qui sont ophtalmologiques. Et si vous prenez l'ensemble des actes, les 5 premiers en ophtalmologie représentent déjà 76% du volume total. Et en fait, la progression de notre CSAM repose sur très peu d'actes. C'est dans les 5 à 6 premiers. Alors, il y a les examens de clinique comme l'examen des examens oculaires, la motricité, et puis surtout l'OCT qui explose donc depuis... Après 2007, on est à plus de 600% depuis 2007. Donc il y a 5 cas uniques, je crois, en médecine. Et là, vous voyez qu'en 2 ans, on est passé de 2 400 000, ça c'est bien sûr les cotations libérales, puisqu'on n'a pas les chiffres équivalents en hospitalier, à 3 500 000, donc près de 50% d'augmentation en 2 ans. Et si vous regardez la cataracte, donc le premier acte thérapeutique en 8e position, ça ne fait que 5% de progression en 2 ans, bien qu'on considère que la cataracte est une progression rapide. Alors pour ce qui est des glaucomes, on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était aux États-Unis. En France, il y a, pour la chirurgie, il y a 16 440 séjours qui ont été référencés en 2014 pour les glaucomes. C'est un chiffre qui est très stable puisqu'il était de 17 100 en 2005 et de 15 590 en 2010. Donc c'est très stable depuis une dizaine d'années, malgré l'augmentation des patients, ce qui montre bien que la chirurgie est plutôt un recours de plus en plus rare. Alors, le pourcentage d'ambulatoire a beaucoup augmenté. Actuellement, on est à 54% pour l'ensemble des séjours. Et aussi fait intéressant, 57% des actes sont réalisés dans les hôpitaux publics ou les PSPH. Et donc, c'est encore un secteur où l'hôpital a une part prédominante. Alors, les 2 principales interventions, bien sûr, c'est la trabéculectomie et la stérectomie profonde, qui représentent 14 000 actes actuellement, avec un taux d'ambulatoire qui tourne autour de 60%, avec cependant une progression très rapide du taux d'ambulatoire pour les stérectomies profondes ces dernières années. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que les combinés ont encore une importance relativement grande, puisque 31% des trabéculectomies est associées à une cataracte en 2014 et 40% des stérectomies profondes. Alors cette chirurgie est un peu une chirurgie de niche quand même. Il y a relativement peu de chirurgiens qui la font. Pour la cataracte en libéral, c'est 2150. Et là, vous voyez que pour les trabéculectomies, c'est à peine 713. Et pour les stérectomies profondes, 288.
Donc c'est une chirurgie quand même spécialisée. Et elle rentre dans des GHS variés qui s'appellent notamment autre intervention intraoculaire en dehors des affections sévères, qui comprend beaucoup d'autres choses. Mais il y a aussi un GHM qui est sur les combinés cataracte et trabéculectomie, où on met également les sclérectomies profondes. Alors, je vous rappelle que pour les actes post-opératoires, vous êtes tenu de ne pas facturer les actes post-opératoires pendant 15 jours après l'intervention chirurgicale, que ce soit d'ailleurs dans le cadre salarié ou libéral. C'est seulement dans le cas où il y a une nouvelle hospitalisation à la suite d'une complication qu'on repart à zéro. Donc, on peut coter de nouveau un acte. Il y a de plus en plus de contrôle sur cet aspect des choses. Les actes thérapeutiques en libéral, là, vous avez le coût de ces actes, notamment la chirurgie. Vous voyez que ça ne coûte pas très cher, la chirurgie, puisque le montant des honoraires total pour la trabéculectomie et les sclérectomies profondes, c'est à peine 2,5 millions d'euros. Donc, très peu de choses par rapport aux 220 milliards qu'on dépense dans la santé. Et, par contre, pour les actes laser, c'est un peu plus, un peu moins de 10 millions d'euros. Et vous voyez qu'on fait 38 000 environ trabéculo-rétraction, soit l'argon ou SLT, et puis 38 000 à peu près aussi iodotomie au laser. Donc c'est nettement plus fréquent que les interventions chirurgicales. Cela dit, ça représente peu de choses par rapport au nombre de patients et puis au suivi médical, qui est quand même la principale source de cotation, que ce soit au moment du diagnostic ou du suivi. Alors, ces suivis de glaucome sont faits encore 45% par des ophtalmologistes en secteur 1, bien que leur taux diminue. Vous avez en dessous la répartition des consultations entre secteur 1 et secteur 2. Et il y a encore 13 millions de consultations sur les 37 millions d'actes qui sont faits en libéral. Alors, bien sûr, ce n'est pas seulement des consultations faites pour le suivi de glaucome, mais il y a des cas où on pourrait être amené à côté des consultations pour suivre les glaucomateux. Alors, il y a aussi tous les actes habituels qu'on utilise en pratique clinique et qui peuvent être également utilisés pour le suivi des glaucomes. Vous avez ici donc le nombre d'actes, le montant du dépassement, le taux moyen de dépassement, c'est avec les secteurs 1, l'honoraire moyen de l'acte. Et puis en jaune, les actes qui sont plus spécifiques au glaucome, notamment la périmétrie automatique avec seuil et sans seuil, la pachymétrie cornéenne, 312 000 cas par an, la gonioscopie, un peu moins de 100 000. Donc vous voyez qu'on est quand même à des niveaux beaucoup moins importants que pour les premiers actes. Il y a encore à peu près 660 000 champs visuels qui sont cotés par an dans le cadre de la CCAM, à quoi il faut rajouter bien sûr tous les champs visuels qui sont cotés par les orthoptistes en AMY. Les épreuves de provocation du glaucome, c'est encore 15 000 par an, et puis encore environ 10 000 mesures de la pression intraoculaire à courbe nictémérale. Alors pour l'OCT, donc qui est quand même le gros pourvoyeur de cotation, l'OCT actuellement là qui coûte le plus cher après l'opération de la cataracte en France. 160 millions d'euros, la cataracte c'est à peu près 220 millions. Et ensuite, on tombe, donc c'est l'examen du fond d'œil à verre contact, 117 millions. Alors, la cotation de l'OCT, je vous rappelle que ce soit en segment antérieur, c'est le même tarif. Et si vous faites un OCT de segment antérieur plus segment postérieur, c'est toujours le même tarif. Il y a quelques années, il a été question de faire deux cotations différentes, et puis l'HAS n'a pas donné suite. Alors, tous ces actes-là peuvent être associés avec d'autres actes. C'est fait larga manu en ophtalmo, beaucoup plus que dans les autres spécialités. Et on est limité par la règle générale qui est l'association de 2 actes au maximum dans le même temps. Alors ça pose bien sûr des problèmes pour le suivi des glaucomes, puisqu'on est amené à faire de plus en plus d'examens complémentaires qu'il faut répéter, associer, champ visuel, OCT, rétinographie essentiellement, mais également les consultations, il faut mesurer le tonus. Et puis vous savez que comme c'est des patients chroniques qu'on suit quasiment à vie, on est amené à traiter tous les autres problèmes que peuvent présenter ces patients. Alors, comment on peut s'en sortir pour essayer de coter aussi bien que possible? D'abord, il faut savoir que le remboursement ne valide pas une pratique. Vous avez actuellement plus d'1,2 milliard d'actes. La Sécu ne peut pas tout vérifier, mais évidemment. Mais elle peut très bien vous contrôler au bout de plusieurs années après avoir remboursé sans sourciller vos actes.
Donc il faut se méfier, d'autant plus que vous pouvez être dénoncé toujours par des tas de gens, par votre entourage, par des patients, par des salariés de la caisse primaire qui viennent vous consulter, etc. Alors les libellés sont limitatifs. Il n'y a pas de cotation par assimilation, sauf si vous avez l'autorisation expresse écrite du médecin conseil. Il faut toujours faire attention de bien lire les têtes de chapitre qui comprennent des informations complémentaires. La plupart des actes diagnostiques sont des actes bilatéraux, notamment pour les photos, la périmétrie, les verres contacts. Par contre, l'OCT est un acte unilatéral, ce qui est aussi le cas de la plupart des actes thérapeutiques. C'est-à-dire que vous pouvez coter le deuxième œil à 50%. Donc il faut toujours faire attention de ne pas lire simplement le libellé, mais regarder tout en haut du chapitre, voir ce qui a marqué. Alors, quand vous faites des consultations plus des actes techniques, si l'ophtalmologiste fait l'ensemble des actes, il ne peut pas additionner consultation plus actes techniques en CCAM, sauf pour une seule exception, qui est la biopsie de paupières, mais c'est vraiment exceptionnel. Par contre, si les actes sont effectués par les orthoptistes, eh bien, vous pouvez également coter en CCAM si vous voyez le patient et interpréter l'examen. Mais là aussi, il y a toujours la possibilité de cumul entre CCAM et CS. Vous pouvez aussi coter que les actes en CCAM suivant les circonstances. Mais le plus intéressant, lorsque la cotation existe pour l'orthoptiste, c'est de coter d'une part en CCM ou bien en CS, et puis d'additionner l'acte en AMY. Donc c'est essentiellement le cas du champ visuel. Le cas typique, c'est OCT à œil droit plus OCT à œil gauche en CCAM, additionné donc en AMY 10,3 pour le champ visuel, ce qui vous fait une somme à l'arrivée donc de 98,60 € en secteur 1. Ou alors, si vous faites un champ visuel et puis un simple examen clinique, vous faites CSMP, CMCS en secteur 1 ou bien en CS plus dépassement en secteur 2, additionné avec l'AMY. Alors, on peut aussi imaginer des tas de combinaisons possibles en CCM en fonction de ce que vous faites réellement au patient. Donc, à l'arrivée, on a deux nomenclatures qui s'additionnent, puisqu'il y en a une de paramédicale et puis d'autres pour les médecins. Et on peut arriver à coter jusqu'à 2 actes en CCM, plus 2 actes en AMY. Alors, ce qui est important quand même aussi à savoir, autant les actes en AMY que en général, le médecin n'a pas besoin d'être présent. Par contre, pour la CCM, oui, il y a une jurisprudence là-dessus, vous devez être présent quand l'acte est effectué et puis expliquer au patient ce qu'il a et le résultat de l'examen. Si vous faites donc des actes en AMY, il faut que vous ayez des feuilles spéciales auxiliaires médicales à votre nom, mais il y a aussi les coordonnées de l'orthoptiste qui a fait les examens. Donc c'est le formulaire CERFA 11 390 étoile 04. Certains arrivent à télétransmettre les actes des orthoptistes, mais ce n'est pas toujours possible dans toutes les CPAM. Et puis, si vous êtes en secteur 2, il faut savoir que les actes en AMY ne peuvent pas avoir de dépassement, hormis quelques cas de DE qui sont prévus dans la Convention des orthoptistes. Là, c'est la Convention des orthoptistes qui s'applique. Alors, vous me direz, il y a une alternative, c'est le code 5, qui était vraiment exceptionnel jusqu'à il y a quelques années, puisque les ophtalmologistes rétinologues ont beaucoup utilisé. Et en fait, c'est un acte dérogatoire qui est considéré exceptionnel par l'assurance maladie, donc qui permet d'additionner, pour des raisons médicales de l'intérêt du patient, jusqu'à 4 actes, 2 à 100% et puis 2 autres à 50%, mais il y a des obligations vis-à-vis de ces cotations. Il faut qu'il y ait une rupture de temps qui n'a jamais été précisée. Il faut que ça soit fait par des appareils différents, dans des lieux différents. Normalement, il faudrait que la deuxième séquence thérapeutique ne soit pas prévue dès le départ. Ça ne concerne pas les petits actes. Et on peut également arguer des fois de la distance du domicile du patient. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a provoqué, notamment vu l'utilisation extensive qu'il y avait dans la DMLA, de nombreux contrôles depuis 1 an. Et ce qu'on peut dire actuellement, c'est que lorsque vous avez une association d'actes diagnostiques d'un côté et d'actes thérapeutiques, le code 5 passe. Je considère que c'est 2 séquences de soins très différentes qui visent des objectifs non identiques, notamment, par exemple, si vous faites OCT plus SLT, en général, ça passe sans trop de problèmes, ou alors après explication. Par contre, lorsqu'on fait que des actes diagnostiques,
il y a un principe rejet, notamment lorsqu'on associe OCT plus champ visuel en CCAM. Et d'une façon générale, les petits actes comme la rétinographie, la fluoroscopie ou l'examen du fond de verre contact ne passent pas. D'autant plus que la plupart des appareils d'OCT font également les rétinographies. Donc, ce qui est une contre-indication finalement à l'utilisation du code 5, puisqu'il faut que ce soit des appareils différents. Alors, il y a certains qui sont partis au contentieux sur ces cas. Il faut savoir quand même que les caisses n'ont jamais digéré le code 5 qui a été imposé par la jurisprudence dans les années 90, à l'époque de la NGAP, et les caisses rêvent de supprimer le code 5. Donc, si on part au contentieux sans avoir des bonnes raisons, ça peut retomber sur l'ensemble du corps médical, ou en tout cas aboutir à des restrictions d'utilisation du code 5. Alors, en tout cas, pour le glaucome, en pratique, il faut privilégier les cumuls entre la nomenclature des médecins et celle des orthoptistes. Encore faut-il bien sûr avoir des orthoptistes. L'autre piège, c'est que en cas de contrôle, c'est que vous avez parfois des gens qui cotent et puis dans le dossier, il n'y a pas grand-chose. Il y a peu d'explications sur les examens qui ont été effectués. Or, c'est marqué depuis le début à CCAM que tout acte CCAM facturé doit être détaillé, il doit comprendre les enseignements administratifs, l'indication de l'acte, les modalités techniques, les résultats et les conclusions motivées, et puis éventuellement l'iconographie qui va avec, notamment pour l'OCT, le champ visuel ou l'angiographie. Et ce qui n'est pas écrit pour le contrôle médical n'existe pas. S'il n'y a rien de marqué, on va vous accuser de faire des actes fictifs. Donc, il y a la nécessité d'avoir un dossier patient complet avec la transcription détaillée de tous les actes cotés. Il faut décrire la normalité, peut-être pas autant que le font les radiologues, mais il ne faut pas simplement marquer RAS. On peut utiliser bien sûr des abréviations et il est conseillé de faire dans votre dossier une rubrique distincte en fonction des actes CCAM qui ont été facturés. Alors, autre souci actuellement, c'est qu'à l'époque, avant qu'on pousse les orthoptistes, beaucoup d'ophtalmologistes faisaient réaliser par leur secrétaire des actes qui allaient au-delà du secrétariat, notamment rétinographie, tonus oculaire, voire même champ visuel et OCT. C'est encore relativement répandu. Mais lorsqu'il y a des contrôles, des fois, on a vu des remises en cause de ces actes-là. Et les médecins conseils ont tout l'arsenal juridique pour s'opposer à ça, puisqu'on va vous accuser de complicité d'exercice illégal de la médecine. Et puis les secrétaires, on va vous dire qu'elles exercent une profession qui est réglementée alors qu'elle ne l'est pas. Et puis que le personnel que vous utilisez n'est pas qualifié et qu'il intervient hors champ de compétences. Donc, s'ils veulent vraiment vous coincer, ils déclarent que tout ça, c'est des actes fictifs. On a vu des gens à qui on a demandé le remboursement de plusieurs milliers d'actes comme ça, ce qui fait bien sûr des sommes assez considérables. Dernier point, le C2 est une cotation qui est peu utilisée en ophtalmologie, alors que elle est très utilisée dans beaucoup de spécialités. Donc, il faut qu'il y ait un médecin traitant, que ce médecin traitant vous adresse expressément le patient, ou alors tout médecin qui adresse un patient de moins de 16 ans, encore que ça peut changer, puisque vous savez, dans la loi Touraine, il est question de créer un médecin traitant pour les enfants. Vous devez adresser donc, au médecin traitant un courrier avec vos conclusions, vous pouvez mettre en route le traitement, et vous engager à ne pas avoir vu le patient 4 mois avant ou 4 mois après pour le même motif. Vous avez le droit de faire des actes techniques dans la foulée. Alors, si vous faites des actes techniques, attendez d'avoir le résultat des actes techniques avant de faire la lettre. Parce que sinon, autrement, on va vous dire, mais si vous avez fait la lettre, vous n'avez pas besoin des actes techniques qui ont suivi, puisque vous aviez déjà quoi répondre. Il ne faut pas non plus cocher la case accès direct, parce qu'autrement, on considère qu'il n'y a pas de médecin traitant. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le médecin traitant qui l'a envoyé. Vous devez également, si vous êtes chirurgien et qu'on vous adresse le patient, vous devez envoyer un courrier au médecin traitant, mais également au médecin correspondant. Là, c'est une exception. Le médecin qui adresse le patient n'est pas obligatoirement le médecin traitant, mais il est considéré comme correspondant du médecin traitant. Alors, dernier conseil, c'est sûr que les caisses ont un arsenal administratif complexe et fourni que les médecins ignorent pour la plupart.
Les contrôles sont déjà nombreux et le seront de plus en plus. Sur des volumes d'actes de plus en plus nombreux, on n'est plus à des contrôles sur quelques dizaines d'actes, mais c'est sur quelques centaines et parfois quelques milliers. Il ne faut pas prendre à la légère ces contrôles qui prennent en général beaucoup de temps. Il faut vous faire aider. Donc, si vous êtes adhérent au SNOF, vous pouvez vous adresser à la commission de sécurité sociale du SNOF. Si vous êtes adhérent des syndicats horizontaux, ils ont également un service juridique compétent en général sur ces sujets. Et puis, si vous allez au contentieux, vous pouvez également demander le financement par votre assurance en responsabilité civile professionnelle. Alors, dernier conseil, ce qui vous protège le plus, c'est de bien tenir ces dossiers, réfléchir à la pertinence des actes que l'on réalise et que l'on cote, et éviter de faire les mêmes associations en toutes circonstances, ce qui est moins évident en glaucome que dans d'autres situations. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation? Il y a déjà nécessité de trouver un dispositif financier pour permettre à l'ensemble des ophtalmologistes, finalement, de se lancer dans les délégations avec les orthoptistes. Il en faut d'ailleurs suffisamment, on est en train d'en former plus. Il y a aussi les protocoles de coopération qui peuvent se développer, notamment pour le suivi du glaucome simple. On en parle depuis plusieurs années. Vous savez qu'il y a déjà deux protocoles qui sont validés au niveau national, peut-être que ça va suivre. Et puis, on réfléchit également à ce que certains actes qui se trouvent actuellement en CSAM et qui sont autorisés aux orthoptistes puissent avoir une cotation. Par exemple, la pachymétrie, ce qui permettrait d'additionner aux actes déjà réalisés en CCAM. Enfin, pour le problème du code 5, ce qui protège le mieux finalement le code 5, c'est d'avoir une recommandation officielle de la part de l'HAS. Et ça serait, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse d'une façon active. C'est ce qui protège un petit peu les rétinologues avec la recommandation sur la DMLA. Je vous remercie. Bon, merci Thierry.